Pendant 8 saisons, des millions de spectateurs ont soutenu Dexter Morgan, un tueur en série, sans jamais se poser la question cruciale. Que ferait le FBI s'il s'intéressait vraiment à lui? Car les profilés ont un nom pour des individus comme lui, et ce que l'unité d'analyse comportementale a mis en place pour le traquer pourrait bien vous glacer le sang. Le FBI le catégoriserait comme un délinquant organisé et motivé par une mission, et presque tous les indicateurs utilisés par l'unité d'analyse comportementale correspondent à Dexter Morgan. La liste de contrôle de la psychopathie de Robert HARE est l'outil de notation réel utilisé par le FBI dans le monde entier pour mesurer les traits psychopathes. D'après de multiples analyses, Dexter correspond à presque tous les traits de cette liste. Le seul qu'il ne coche manifestement pas est la violation de liberté conditionnelle, car il n'est jamais pris. Presque toutes les cases sont cochées, et la série veut vous faire croire que la seule chose qui protège la société est son code. L'unité des sciences du comportement du FBI a développé des catégories spécifiques pour le type de tueur que représente Dexter Morgan bien avant la diffusion de la série. Il n'a pas inventé un nouveau type de menace. Il correspond à un profil qu'ils avaient déjà documenté en détail. La BSU a été officiellement établie en 1972 avec les agents Robert Ressler et John Douglas qui ont mené des recherches sur les délinquants violents en se rendant dans les prisons et en interviewant directement des tueurs en série. On attribue à Ressler la création du terme « tueur en série » en 1974. Grâce à ce travail, le FBI a bâti un système de catégories qui est devenu fondamental pour la manière dont les forces de l'ordre traquent les délinquants violents. La distinction centrale qu'ils ont établie était entre les délinquants organisés et désorganisés. Le tueur organisé a tendance à avoir une intelligence supérieure à la moyenne, à être fonctionnel socialement, à avoir un emploi stable, à planifier méticuleusement et à savoir comment éviter de laisser des preuves. Il contrôle l'environnement et couvre ses traces. Le criminologue David Wilson, dans une analyse vidéo pour Vanity Fair, a directement déclaré que Dexter correspondait à la catégorie du tueur en série motivé par une mission et l'a qualifié de tueur en série organisé par excellence. Le tueur organisé, selon le cadre du FBI, opère généralement sur 3 lieux distincts. Là où la victime est enlevée, là où l'homicide a lieu et là où le corps est abandonné. Dexter gère ces 3 étapes avec un niveau de discipline que l'unité d'analyse comportementale, BAU, reconnaîtrait immédiatement. Il injecte de la M99 aux victimes pour les immobiliser. Il recouvre les scènes de crimes de bâches en plastique pour éviter de laisser des preuves. Il découpe les corps, les met en sac et les jette dans le Gulf Stream depuis son bateau. Le système VCAP, la base de données nationale du FBI pour les crimes violents lancée en 1985, existe spécifiquement pour relier les meurtres entre différentes villes et États en faisant correspondre les schémas opératoires du tueur. Le même sédatif, le même plastique, la même méthode de disposition dans l'océan. Un schéma cohérent comme celui-ci augmenterait considérablement les chances de détection, surtout une fois que les affaires seraient liées entre différentes zones. La série vous demande d'accepter que le tueur en série le plus organisé et le plus cohérent de l'histoire de Miami passe inaperçu pendant des années tout en travaillant au sein même du département qui gère les preuves d'homicide. L'ensemble du système de profilage du FBI a été construit pour attraper exactement ce type de personnes. Dexter Morgan correspond étroitement au profil de délinquants établis, tout en combinant des traits qui le rendent particulièrement difficile à classer dans une seule catégorie. Mais le profil n'est que la moitié du problème. L'autre moitié est son lieu de travail et l'accès que cette position lui procure. La chose la plus dangereuse à propos de Dexter Morgan n'est pas la chambre des meurtres ou le nombre de victimes. C'est sa position au sein d'une institution de confiance qui le rend invisible, et la série documente précisément comment il utilise cette position. Harry Morgan n'a pas seulement appris à Dexter comment tuer, il lui a appris comment disparaître au sein d'un service de police. Dexter a été formé dès son plus jeune âge à penser comme un détective, à comprendre le fonctionnement des preuves et à savoir ce que les enquêteurs recherchent afin de s'assurer qu'ils ne trouvent rien. Il passe ensuite près de 2 décennies au sein de la brigade criminelle de Miami Metro en tant qu'analyste des projections sanguines. Il a un accès direct aux dossiers d'affaires, aux fiches de suspects, aux équipements de laboratoire et à la réflexion quotidienne des détectives qui travaillent, sans le savoir, sur les mêmes affaires dont proviennent ses cibles. Il obtient des dossiers sur des tueurs libérés pour des vices de procédure grâce à son amitié avec Camilla Fig, une employée de la salle des preuves. Il se présente aux audiences en tant que témoin expert et utilise cet accès pour trouver de futures cibles. Il a travaillé sur des centaines d'affaires d'homicide au cours de sa carrière à Miami Metro, avant même le début de la saison 1. Des chercheurs en psychopathie comme Kevin Dutton ont décrit des traits tels que le charme, la manipulation et la distance émotionnelle qui correspondent étroitement à la manière dont Dexter est dépeint. Hervé Cleclet, un psychiatre qui a passé des décennies à étudier ce type de personnes, en a parlé dans un livre intitulé « Le masque de la sanité », des décennies avant la diffusion de la série. Le masque n'est pas quelque chose que Dexter met occasionnellement.
C'est une performance constante qui tient sous la pression professionnelle, les relations de travail et les liens personnels étroits en même temps. Quelqu'un qui obtient un score proche du sommet de la liste de contrôle de la psychopathie, qui comprend la criminalistique et qui a accès aux preuves d'homicide pendant près de 2 décennies n'est pas une situation compliquée. Il est la menace interne la plus risquée que le BAU forme spécifiquement les forces de l'ordre à identifier. Le charme n'est pas un trait secondaire. C'est l'outil principal qui fait fonctionner tout le reste. Et une fois que vous comprenez la position d'où il opère, la question suivante est de savoir si la mission qu'il prétend poursuivre est réellement ce qui le motive. La série présente la motivation de Dexter comme morale. Cependant, le modèle de comportement réel tout au long de la série raconte une histoire différente, et les propres catégories de délinquants du FBI expliquent pourquoi. Le tueur en série motivé par une mission, tel que défini dans les recherches du FBI, est quelqu'un qui agit avec un sens du but qu'il s'est lui-même attribué. Il croit qu'il rend le monde meilleur. Les chercheurs ont cependant noté que la mission déclarée est rarement ce qui motive réellement le comportement. Le besoin de pouvoir et de contrôle a tendance à être le véritable moteur sous-jacent. Lorsque les criminologues ont examiné la manière dont Dexter exécute ses meurtres, une incohérence claire est apparue. Il a eu des victimes complètement incapables de bouger sur la table. Il dispose des photos de preuves de leurs crimes autour de la pièce. Il prend son temps, il leur parle. C'est le comportement de quelqu'un qui a besoin d'être complètement en contrôle du destin d'une autre personne, et non de quelqu'un qui veut simplement un résultat. Un tueur purement motivé par une mission, selon le cadre du FBI, est axé sur le résultat. Dexter est axé sur le processus. Cet écart est important car il montre que le code de Tari ne le contrôle pas réellement. Il lui donne une raison qui rend le meurtre acceptable dans sa propre tête. Lorsque Rita est tuée et qu'il assassine un homme nommé Rankin dans un accès de rage lors de la saison 5 parce que Rankin a insulté sa mémoire, la voix de Harry dans sa tête qualifie cela de la première chose humaine que Dexter ait faite depuis la mort de Rita. Tuer par rage n'a rien à voir avec le code. Dans la saison 8, la docteure Evelyn Vogel, qui a aidé Harry à élaborer le code en premier lieu, décrit clairement la psychologie de Dexter. Son besoin de tuer est né d'un moment de traumatisme spécifique et il ne l'a jamais quitté. Le code n'a pas changé sa direction. Il a donné à sa violence une histoire pour s'expliquer. Le besoin de pouvoir et de contrôle dans ses meurtres le rapproche davantage d'un tueur axé sur le processus que d'un tueur purement motivé par une mission. Lorsque vous ajoutez cela à une justification morale et à la capacité de ne laisser presque aucune preuve physique, vous obtenez une combinaison qui se situe au centre de la catégorie de risque la plus élevée du FBI. C'est là que cela devient vraiment intéressant, car le FBI s'est en fait approché de la vérité. Et ce qui les a arrêtés n'avait rien à voir avec l'intelligence de Dexter. La saison 2 est le moment où la série se rapproche le plus de la mise à l'épreuve de véritables méthodes d'enquête contre Dexter. Ce qu'elle montre, c'est que l'enquête n'a pas échoué parce que Dexter était trop malin, mais parce qu'il était à l'intérieur de l'institution qui la menait. Lorsque 18 ensembles de restes sont découverts dans le Gulf Stream, l'affaire devient une enquête conjointe entre le FBI et Miami Metro. L'agent spécial du FBI Frank Lundy dirige le côté fédéral et établit un véritable profil comportemental. Il identifie le tueur comme quelqu'un ayant des connaissances médico-légales, des liens avec les forces de l'ordre et un système de sélection des cibles basé sur un casier judiciaire confirmé. Ce profil pointait dans la bonne direction. L'enquête aboutit au sergent James Doak, non pas parce qu'il est coupable, mais parce que Dexter place des preuves contre lui. Doak se retrouve piégé dans une cabane dans les Everglades et meurt lorsque Lila West y met le feu. Un homme qui a correctement observé Dexter depuis la saison 1 finit par mourir et est définitivement étiqueté comme le pire tueur en série de l'histoire de Miami Metro. Lundy revient dans la saison 4, toujours insatisfait de la conclusion concernant Doak, et meurt avant de pouvoir réexaminer l'affaire. La capitaine Maria Lagerta passe la saison 7 à reconstituer correctement que Doak a été piégé. Elle est tuée avant de pouvoir terminer. Les méthodes d'enquête fonctionnaient, le profil était précis. Le processus a échoué parce que la personne qu'il ciblait se trouvait à l'intérieur du bâtiment, avec accès aux preuves et la capacité de rediriger ce que les enquêteurs étaient autorisés à voir. Sans la capacité d'interférer en interne, des enquêteurs comme Lundy s'orientaient déjà vers un profil qui correspondait étroitement à Dexter. Le vrai problème révélé par l'affaire du boucher de Bay Harbor est qu'une preuve d'un service de police a été compromise de l'intérieur si profondément qu'un sergent piégé est devenu la réponse officielle permanente à une affaire de tueur en série active. Ce n'est pas l'histoire d'une personne insaisissable, c'est l'histoire de ce qu'une menace interne fait au système construit pour l'arrêter. Ce qui se passe quand quelqu'un en dehors de ces systèmes décide de faire ce que Dexter fait est encore plus sombre. Les affaires réelles liées à la série offrent le regard le plus clair possible sur ce que le cadre de la mission produit réellement lorsqu'il passe de la fiction à la vie réelle. Mark Andrew Twitchell, un cinéaste d'Edmonton, au Canada,
a été reconnu coupable de meurtre au premier degré en avril 2011 pour avoir tué John Brian Altinger, 38 ans, le 10 octobre 2008. Son affaire a attiré l'attention des médias internationaux en raison de son obsession documentée pour la franchise Dexter. Twitchell gérait une page Facebook sous le nom de Dexter Morgan, écrivant des messages du point de vue du personnage. Il a loué un garage, recouvert les fenêtres de bâches en plastique, installé une table et créé un faux profil féminin sur un site de rencontre pour attirer des hommes. Il a attaqué Altinger avec un tuyau métallique, l'a poignardé à mort et a découpé le corps. La police a trouvé un fichier supprimé sur son ordinateur portable appelé SK Confession, où SK signifiait Serial Killer. Il commençait par « Cette histoire est basée sur des faits réels. C'est l'histoire de ma progression pour devenir un tueur en série. » Dans le document, Twitchell a écrit qu'il voulait rendre hommage au personnage. Steve Lillibuen, un journaliste d'investigation qui a passé des années à correspondre avec Twitchell pour son livre The Devil's Cinema, a qualifié l'affirmation de Twitchell selon laquelle Dexter n'avait rien à voir avec ses crimes de déconnexion logique. Puis des tests médico-légaux ont révélé exactement où la réalité se séparait de la série. La bâche en plastique n'a pas empêché le sang de s'infiltrer dans le béton en dessous. Des tests chimiques ont illuminé tout le sol. Twitchell avait absorbé l'apparence et l'auto-justification sans les connaissances techniques réelles, et les preuves physiques ont tout exposé. Ce qui se transmet de la série au monde réel, ce n'est pas la recherche minutieuse de cibles ou la discipline médico-légale. Ce qui se transmet, c'est le cadre qui dit à quelqu'un que sa violence est justifiée. C'est la pièce la plus dangereuse du modèle, car elle ne nécessite aucune compétence particulière pour être absorbée. Toute personne déjà attirée par la violence et déjà à la recherche d'une raison peut prendre cette partie de la série et l'appliquer sans aucune des protections que le code est censé fournir. Alors que tout le monde se concentre sur les personnes que Dexter tue, presque personne ne parle des dégâts qui n'apparaissent jamais dans aucun bilan. Les gens suivent le nombre de corps. Presque personne ne suit le registre distinct d'interférences avec les preuves et de dommages institutionnels qui se déroulent sous chaque saison. Et c'est là que réside le préjudice le plus durable. Au-delà des meurtres, la série documente l'interférence de Dexter avec des enquêtes policières actives, l'utilisation de fausses identités, la plantation de preuves, l'obtention illégale de substances à utiliser sur des cibles et la falsification de dossiers officiels à chaque saison. Ce ne sont pas des moments occasionnels. Ce sont des choses qu'il fait constamment pour maintenir son opération. Lorsqu'il piège Doak dans la saison 2, chaque famille de victimes du boucher de Bay Harbor obtient une conclusion officielle entièrement basée sur des preuves fabriquées par Dexter. Miami Metro clôture l'affaire. Il n'y a aucun processus pour réexaminer une affaire officiellement résolue. Quand il tue Jonathan Farrow dans la saison 4, croyant que Farrow a assassiné l'une de ses modèles, il se trompe. Le lendemain matin, le détective Angel Batista arrête l'assistant de Farrow, Timothy Brown, avec des preuves ADN et vidéo qui rendent l'affaire irréfutable. Brown était le tueur depuis le début. Farrow avait dit la vérité pendant toute la confrontation dans la chambre des meurtres. Dexter brise la lame de collection de Farrow et passe à autre chose. Rien ne peut être corrigé. La mauvaise personne est morte et la bonne réponse est arrivée un jour trop tard. Ce que la série n'aborde jamais explicitement, c'est la contamination potentielle sur les centaines d'affaires sur lesquelles Dexter a travaillé en tant qu'analyste des projections sanguines à Miami Metro. Il a utilisé des équipements de laboratoire pour confirmer des cibles avant les meurtres. Il a modelé les conclusions médico-légales pour se protéger. Toute affaire à laquelle il a participé soulève maintenant la question de savoir si son analyse a été faite honnêtement ou si elle a servi sa propre opération. Une version réelle de Dexter au sein d'un département réel ne produit pas une opération propre et contenue. Il produit un département dont le dossier de preuve est discrètement et définitivement endommagé, sans aucun moyen de vérifier ce qui a mal tourné ou quand. Ces dégâts n'apparaissent jamais dans un bilan de victime. Ils résident dans des dossiers classés que personne ne sait qu'il faut réexaminer. Mettez tout cela ensemble, et l'image finale ne ressemble en rien à l'histoire que la série vous a racontée. L'unité des sciences du comportement a passé des décennies, à partir de 1972, à étudier et à mettre en garde contre le délinquant organisé, motivé par une mission et institutionnellement intégré. Ils ont construit 6 CAP pour détecter des schémas cohérents à travers différentes villes et États. Ils ont développé la liste de contrôle de la psychopathie pour identifier la psychologie sous-jacente à une surface d'apparence normale. Dexter Morgan correspond à presque tous les traits de cette liste de contrôle. Son opération de meurtre en 3 lieux fonctionne avec le genre de cohérence que 6 CAP a été spécifiquement conçu pour signaler. Sa position au sein de Miami Metro représente la version la plus risquée de la menace interne que le BAU forme les forces de l'ordre à identifier. La série fonctionne parce qu'elle vous donne sa voix interne. Vous entendez son raisonnement tel qu'il s'est produit.
Vous voyez ce que ses cibles ont fait avant de voir ce qu'il fait en réponse. Au moment où il agit, vous avez déjà intégré sa justification sans vous en rendre compte. Maintenant, supprimez cette voix. Regardez ce que le modèle produit sur l'ensemble de la franchise. Bien plus de 800 victimes confirmées et implicites, un homme innocent tué, 3 personnes liées à des enquêtes sur lui qui finissent mortes, l'affaire de Bay Harbor classée définitivement sur un homme qui a été piégé, des centaines d'affaires avec des preuves potentiellement compromises et aucun moyen de les réviser. Harrison Morgan opère maintenant dans Dexter, New Blood, comme la deuxième génération du même cycle, et Mark Twitchell au Canada, où le cadre de la mission s'est transféré à quelqu'un qui n'avait aucun code pour ralentir ce qui allait suivre. Le FBI a mis en garde contre ce type de personnes. Ils ont construit des unités entières et des systèmes de suivi pour le trouver précisément. La série lui a juste donné une voix interne et une raison dans laquelle vous pouviez vous sentir à l'aise pendant 8 saisons. Dexter Morgan est l'un des plus grands personnages de l'histoire de la télévision. En tant que profil réel opérant au sein d'une institution réelle, il est le cas d'étude que l'unité d'analyse comportementale montrerait du doigt pendant les 20 prochaines années. Sur l'écho des stars, nous couvrons tout ce qui mène à la saison 2 de Dexter, New Blood, et il y a bien plus à découvrir.